Bonjour à tous. Il est des hommages qui s'imposent avec la force de l'histoire, avec celle des pionnières et des premières. La France le doit à Maryse Condé. Ces propos sont issus d'une tribune signée par 30 personnalités, 2 jours après le décès de l'autrice guadeloupéenne. Le président de la République les a entendus. La femme de lettres est honorée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France par Emmanuel Macron. Nous allons vivre ensemble cette cérémonie exceptionnelle dans un instant. Merci d'être avec nous en direct sur toutes les stations premières, en télé, en radio, mais aussi sur le portail internet lapremière.fr, sur France Info, Canal 27 et sur TV5 Monde. Allez, direction la Bibliothèque nationale de France pour retrouver sur place Laurence Théatin. Bonjour Laurence, les premiers invités sont arrivés. Oui, bonjour Thierry. Oui, Laurence Théatin en direct de la Bibliothèque nationale de France que nous allons retrouver dans un instant. Petit problème de liaison. On va présenter les invités avant de retrouver Laurence. Plusieurs invités donc à mes côtés. Esther Sarabul, vous êtes romancière. Bonjour. Bonjour. Alain Foy, philosophe, dramaturge, metteur en scène. Romuald de Foncoua, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Présence africaine. Bonjour. Bonjour. Laura Carvigan-Cassin, maître de conférences en littérature française et francophone à l'Université des Antilles. Bonjour à tous et merci de votre présence. On va retrouver Laurence Théatin sur place. Laurence, je vous le disais, les premiers invités commencent à arriver. Oui, ils sont déjà même quasiment tous arrivés, à environ 300 invités du monde culturel, comme l'actrice guadeloupéenne Firmin Richard. Il y a également Lilian Thuram, l'ancien champion du monde de football, du monde associatif, des représentants des cultes, des académiciens comme Amine Mahalouf, des anciens ministres ainsi que des membres du gouvernement. Alors la cérémonie commencera par des lectures d'extraits d'œuvres de Maryse Condé, Le cœur à rire et à pleurer, qui raconte son enfance, La vie sans phare, un roman historique qui raconte la vie de femme de Maryse Condé. Un extrait de la préface L'abominable institution, dans lequel il est question du combat des philosophes des Lumières contre l'esclavage, sera lu, ainsi qu'une tribune. Il s'agit d'une réponse au discours du président de la République sur la colonisation comme crime, et lié au roman Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana, écrit en 2017 par Maryse Condé après l'assassinat de la policière martiniquaise Clarissa Jean-Philippe par un terroriste. L'hymne à l'amour sera chanté par la cantatrice Laura Cluzel. Ensuite, le président de la République fera son discours d'une vingtaine de minutes, puis s'entretiendra avec la famille. Merci Laurence Théatin, on vous retrouve dans un instant. Estelle Sarabul, j'ai envie de vous poser la première question. Vous, la jeune romancière, que vous laisse en héritage Maryse Condé? Elle me laisse son voyage en fiction, bien sûr, la façon qu'elle avait de raconter ses histoires, de les inventer, son style, sa narration, tout ça m'a beaucoup influencée, évidemment, en tant que moi écrivaine, en tant que femme, en tant que guadeloupéenne. Quelle chance j'ai eue que Maryse Condé m'ouvre la voie. C'était très important, quand je suis devenue écrivaine moi-même, de savoir qu'elle avait été là. Oui, le lieu est symbolique, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, le Temple du savoir, c'est une décision qui honore Maryse Condé, Laura Carvigan-Cassin. Oui, c'est une décision qui montre qu'elle est avant tout un écrivain de renommée mondiale et qu'elle mérite d'être étudiée, analysée, enseignée partout dans le monde, puisque la BNF a effectivement cette grande renommée. Oui. Vous, l'écrivain, le dramaturge, le metteur en scène Alain Foy, qu'est-ce que vous espérez entendre de la part d'Emmanuel Macron ? Ce que j'espère entendre d'Emmanuel Macron, c'est que les écrivains guadeloupéens, antillais et doumiens, comme on dit, sont vraiment des écrivains français. Et qu'en réalité, on n'a pas à les catégoriser, à les classer en outre-mer ou ailleurs. Ils écrivent en français ou en créole, mais ce sont des écrivains français. Et donc, ils doivent pas être mis dans des cases, comme on a l'habitude de le faire, qui sont des cases commerciales, mais aussi une façon d'enfermer. Or, nous sommes, en tant qu'écrivains, en tant qu'artistes, des gens qui, à la fois, sommes issus d'un milieu singulier, mais en fait, allons vers l'universel, comme tout le monde, comme tout artiste, en réalité. Donc, il n'y a pas de raison d'être enfermé dans une catégorie ni de couleur, ni d'origine. Ouais, c'est ça, Romuald de Foncoua, la littérature de Maryse Condé est universelle.
Oui, la littérature de Maryse Condé est universelle et je pense que c'est peut-être ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il célèbre au fond l'écrivaine guadeloupéenne, mais la grande écrivaine guadeloupéenne que fut Maryse Condé. Je crois que finalement c'est peut-être ça que l'on retiendra de toute son œuvre. Alors une écrivaine qui a milité pour la littérature, mais pas que, qui a milité pour la littérature comme le lieu de défense des idées de liberté, des idées d'égalité. Politique, parce que toute littérature est politique, et que Maryse Condé faisait bien de la politique en faisant de la littérature. Et je crois que c'est cela, je crois que le président de la République, de mon point de vue, devrait saluer. Ouais, l'événement se passe à la Bibliothèque nationale de France. On va aller retrouver Laurence Théatin. Laurence, vous êtes avec Lilian Thuram, l'ancien footballeur. Oui, tout à fait. Lilian Thuram, bonjour, donc ancien champion du monde. Alors, Lilian Thuram, vous faites partie de ceux qui ont signé cette tribune demandant cet hommage national à Emmanuel Macron. Alors, pourquoi était-ce important d'avoir cet hommage national ? Écoutez, vous savez que malheureusement, lorsque vous allez dans les écoles, vous demandez aux enfants de citer des hommes ou des femmes noirs qui ont compté dans l'histoire de France. En fait, très souvent, ils n'ont pas de nom à vous citer. Et donc voilà pourquoi je pense que c'était essentiel qu'on puisse rendre hommage ici à Maryse Condé pour que les générations futures puissent connaître ses œuvres et pour qu'ils puissent connaître un peu mieux le monde dans lequel nous vivons et surtout mieux connaître aussi notre pays parce qu'elle aborde des sujets qui me semblent essentiels pour tout un chacun. Alors justement, quelle trace laissera-t-elle, Maryse Condé, à cette jeune génération ? Quelle vision du monde ? Écoutez, c'est le questionnement. Tout d'abord, je crois que peu importe où vous êtes, la première question, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître pour apprendre à s'aimer et surtout à pouvoir donner le meilleur de soi-même, de ne pas se mettre de limites. Et encore une fois, si les jeunes doivent rencontrer l'œuvre de Maryse Condé, c'est parce qu'il y aura une volonté de l'État de faire en sorte que dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, on travaille sur ces œuvres. Et j'espère qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, ce sera le cas. Oui, la ministre de la Culture, de l'Éducation sera d'ailleurs présente. Merci Lilian Thuram d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Au revoir. Merci Laurence Théatin. Maryse Condé est guadeloupéenne. Sa branche maternelle est originaire de Marie-Galante. On va retrouver justement Lise Dolmar en Guadeloupe, sur l'île au Saint-Moulin. Bonjour Lise. Marie-Galante, c'est le berceau familial de Maryse Condé. On va dire que quand on est à Marie-Galante, je m'y trouve, j'y suis. On est, si vous voulez, dans le nombril de l'identité littéraire de Maryse Condé. On n'en parle pas souvent, mais c'est ici qu'elle a campé son premier regard de vérité, de simplicité et d'authenticité. Victoire, le livre que j'ai dans ma main, c'est simplement la grand-mère de Maryse Condé. Elle était cuisinière, ici, réputée, ensuite à Pointe-à-Pitre. En fait, c'est l'histoire d'une simplicité de vie qui se transforme en art, en acte de littérature. Tout le combat de Maryse Condé et aussi à Marie-Galante, c'est l'inspiration de la simplicité au service du rayonnement. Et c'est ce qu'incarne Marie-Galante. Et c'est de cette partie-là dont s'est nourrie Maryse Condé pour devenir cette femme du monde, cette femme qui a ouvert les lettres du monde à nous, à notre portée. Merci beaucoup, Lise Dolmar. En direct de la Guadeloupe, vous étiez avec Roni Maletti à la caméra. L'écrivain originaire de la Guadeloupe s'est éteinte dans la nuit du 1er au 2 avril à l'âge de 90 ans des suites d'une longue maladie. Je vous propose de revenir sur sa vie, sur son œuvre, dans ce résumé signé Ludmilla Azier et Bruno Roux. 11 février 1934, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Maryse Condé voit le jour au sein d'une famille nombreuse. Sa mère est l'une des premières institutrices noires de sa génération. Son père fonde la Banque antillaise en 1955. Adolescente, elle quitte son île pour étudier à Paris. C'est là qu'elle prend conscience de sa condition de femme et de sa couleur de peau. Inspirée par les écrivains de la négritude et les écrits anticolonialistes, elle se revendique dès lors guadeloupéenne indépendantiste. En 1961, elle s'installe sur le continent africain, une période qui lui permet de retracer ses origines et son identité, mais aussi d'écrire la saga à succès Ségou. Je suis partie en Afrique en croyant que j'allais très loin.
Et en fait, arrivant en Afrique, je me suis rendu compte que j'étais très près de moi-même et que je découvrais tout un aspect de ma culture, un aspect de moi-même et de l'héritage de mes parents que je ne connaissais pas. En croyant fuir, en fait, je me retrouvais. C'est une histoire spécifiquement africaine, comme vous dites, parce qu'elle se passe dans le royaume de Ségou, mais elle concerne les Antillais, bien sûr, parce que d'abord, elle concerne le passé des Antillais. Avant la grande cassure, évidemment, de l'esclavage, nous étions peut-être des Bambara, nous étions peut-être dans toute cette région, nos ancêtres y étaient peut-être, donc elle nous touche. Et puis ensuite, c'est une espèce de réflexion aussi. Il faut que les Antillais réfléchissent, et les Africains, les Noirs en général, réfléchissent un peu sur l'évolution de leur peuple, savoir comment, bâtisseurs d'empire, à la fin du XVIIIe siècle, ils sont maintenant les sujets de pays sous-développés, de pays quand même traumatisés par beaucoup de maux. Elle part ensuite aux États-Unis, où elle enseigne dans plusieurs universités, dont l'université Columbia, et fonde le Centre des études françaises et francophones. Sa carrière est marquée par l'écriture d'une multitude de romans, de pièces de théâtre, d'essais et de livres pour enfants. Des œuvres qui lui vaudront prix, honneur et distinction de prestige. En mémoire de cette grande dame de lettres, un lycée en région Île-de-France est rebaptisé en son nom. Plus récemment, une plaque est posée sur la façade de sa maison natale en Guadeloupe. Maryse Condé passe les derniers instants de sa vie entourée de ses proches dans la paisible commune de Gordes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son parcours remarquable laisse une trace indélébile dans l'histoire de la littérature française et antillaise. Et je vous propose de retourner à la Bibliothèque nationale de France avec Laurence Théatin. Laurence, vous êtes avec Firmin Richard. Oui, Firmin Richard qui doit retourner dans la salle. Alors Firmin Richard, alors ça y est, cet hommage national a lieu. Alors êtes-vous satisfaite, êtes-vous heureuse? Ben oui, tout à fait. Je pense que Maryse valait bien cela. Il fallait que ce soit la Bibliothèque nationale qui lui soit ouverte, avec l'œuvre qu'elle laisse à tout le monde, au monde entier. C'est la moindre des choses que la France lui ouvre sa bibliothèque nationale. Alors, vous êtes une amie de quasiment 40 ans de Maryse Condé. Vous lui avez commandé une pièce de théâtre, La faute à la vie, qui a été jouée au théâtre d'Avignon. Qu'est-ce qui vous a poussé à justement à lui commander cette pièce de théâtre? En gros, c'est pas moi qui lui ai commandé la pièce, c'est Simone Paulin, ma partenaire, qui après avoir vu comme deux frères, est allé voir Maryse et lui a dit: Maryse, je veux tellement aimer jouer avec Firmin une pièce comme deux sœurs. Et Maryse, dans sa grande générosité, nous a écrit cette pièce. Donc vraiment, je mesure la chance que j'ai eue d'avoir l'affection de cette grande dame. Et vous allez la rejouer? Nous allons la rejouer parce que nous l'avons vue, nous sommes allés la voir en septembre dernier. Simone Paulin et deux autres amis, Miguel et Catherine, nous sommes allés la voir et elle nous a dit: quand est-ce que vous reprenez La faute à la vie? On lui a promis de reprendre la pièce, donc on va la jouer. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, Maryse Condé? Mais Maryse, c'est... Je ne sais pas, je ne peux même pas vous dire les mots pour vous dire, c'était une personne simple, qui vous aimait naturellement pour qui vous êtes, qui vous parlait, qui m'a demandé de lui écrire, de lui mettre sur cassette ma vie. Et c'est Maryse, elle a une mémoire formidable parce que j'ai pas pu faire des cassettes pour lui raconter ma vie, mais quand on s'est rencontrés plusieurs fois à Montebello, je lui ai raconté un peu qui j'étais, d'où je venais, et si bien que dans la pièce, La faute à la vie, elle parle effectivement du gosier, d'où je venais, où j'étais avec ma tante. C'est extraordinaire. C'est vraiment la maman que j'aurais voulu avoir. Elle a connu, elle a rencontré ma mère aussi. C'est une personne que j'aimais. Et on trouve, je dis, maintenant à sa mort, je me rends compte que c'est comme à la mort de ma mère, j'ai eu beaucoup de regrets, je ne l'ai pas vue aussi souvent que j'aurais dû, puisqu'elle me disait chaque fois que j'avais au téléphone: quand est-ce que tu viens me voir? Quand elle était à Gordes. Et donc voilà, c'est une dame que j'ai beaucoup aimée, mais c'est pour sa simplicité. Je savais, j'avais lu les livres de Maryse, mais je vois sa simplicité avec moi, avec tout le monde. C'est une dame que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée, que je regrette beaucoup. Quand on l'a vue la dernière fois, elle était très fatiguée à son anniversaire. On l'aurait aimée, on savait qu'elle était
malade, qu'elle était prisonnière de ce corps-là, qu'il était temps qu'elle aille se reposer, mais on aurait été tellement aimé qu'elle soit encore avec nous. Merci Firmin Richard. Je vous laisse rejoindre donc la bibliothèque, le site. À bientôt. Merci à vous, Laurence. Richard, donc, qui était une amie de 40 ans de Maryse Condé. Oui, on l'a entendu. Merci à vous, Laurence Théatin. Cette cérémonie, on a vu peut-être les images de la salle de cette Bibliothèque nationale de France où les invités sont déjà quasiment installés. Dans quelques instants, donc, il y aura des lectures de textes. Comme Laurence vous le disait en début d'émission, Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour dire officiellement bien, son hommage et sa grande admiration pour cette grande femme de lettres. On va revenir quelques instants sur les funérailles de cette grande femme de lettres engagée qui est Maryse Condé. Ces funérailles ont été célébrées vendredi dernier, le 12 avril, à Paris. De nombreuses personnalités françaises avaient fait le déplacement, mais aussi des anonymes, c'est important de le dire. La cérémonie religieuse s'est déroulée à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Richard Philcox, le mari de l'écrivain, lui a rendu un vibrant hommage en saluant en anglais sa douce princesse. Autour de lui, les 3 filles de Maryse Condé et ses proches. Maryse Condé a ensuite été inhumée au cimetière du Père-Lachaise. Est-ce que vous étiez aux funérailles, Romuald de Fonquois? Je crois que oui, je vous pose la question, mais j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment particulier qui était très émouvant? Comme vous dites, c'était un moment absolument émouvant dans cette église des stars, comme on dit en général à Paris, qui est l'église Saint-Germain-des-Prés. Et ce qui m'a ému le plus, c'était la foule qui était présente, une foule diverse, bigarrée, simple. Et surtout, un hommage que Richard a rendu à Maryse, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un hommage en toute simplicité, je crois, mais un hommage poignant d'un compagnonnage de plusieurs années qui s'achevait là, pour reprendre en fait son expression, le moment le plus redouté, mais qui arrive, et pour lequel on sentait qu'il avait chez lui une grande affection. Ce que j'ai surtout retenu, je crois, en plus, c'est l'homélie de l'archevêque, qui en fait est revenu sur un des derniers romans de Maryse Condé, qui est l'Évangile du Nouveau Monde. Et alors, il a pensé que l'Évangile du Nouveau Monde, c'était une reconstruction de l'Évangile de Jésus-Christ, ce qui n'est pas totalement faux. Il a juste un peu oublié que c'était le Nouveau Monde et qu'il y avait un clin d'œil de Maryse Condé à vouloir inventer une nouvelle religion dans laquelle le personnage le plus important est un métis. Et un nouveau monde, un monde plus juste peut-être. Je rappelle que l'évêque, c'est Alain Rancet, qui est l'évêque de Guyane. Un monde plus juste, c'est ce qu'elle veut, Maryse Condé, c'est ce qu'elle... qu'elle souhaite à travers... C'est un monde plus juste, mais c'est surtout un monde qui n'aurait jamais changé, parce que en réalité, c'est redécouvrir l'Évangile tel qu'il avait été fondé au départ, avant l'esclavage. Et donc, ce que la colonie du Nouveau, ce que l'Évangile du Nouveau Monde rappelle, c'est que s'il n'y avait pas eu l'esclavage, on serait tous frères. Or, l'esclavage est venu casser quelque chose de l'ordre de l'Évangile, c'est-à-dire mettre une division entre les couleurs, entre les individus, les cultures, les peuples, les sociétés. Donc, c'est un peu cet hommage-là que j'ai retrouvé dans la prêche, plutôt dans le discours de l'archevêque de Guyane. Alain Foy, dans un texte, vous vous emportez, Alain Foy, contre le titre d'un journal. Alors, je suis allé un peu fouiller contre le titre de ce journal qui écrivait, je cite, « L'écrivaine guadeloupéenne plume majeure de la fierté noire ». Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Vous dites qu'il faut que l'on arrête d'enfermer les Noirs dans leur couleur et leur origine. Maryse Condé, c'est bien plus que cela? Oui, c'est bien plus que ça. Elle est adorée au Japon, elle est adorée aux États-Unis, que ce soit par les Noirs américains ou les Blancs. Elle est universelle. Et donc, évidemment, elle peut être la fierté de la Guadeloupe. Je suis fier d'être guadeloupéen et que Maryse Condé... D'ailleurs, je vais vous dire une chose, entre parenthèses, Maryse Condé est vraiment la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'elle représente toutes ces femmes fortes de la Guadeloupe. Et vous savez, il m'est déjà arrivé de remarquer une chose, c'est que les écrivains femmes sont guadeloupéennes et les écrivains hommes sont martiniquais. Et ça doit vouloir dire quelque chose. Ça doit vouloir dire quelque chose. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit l'enfermer ni dans sa féminité, parce qu'elle n'est pas seulement femme, elle est écrivain. Elle dit d'ailleurs souvent écrivain et pas écrivaine, oui. D'ailleurs. Hein. Ça veut dire pour elle, c'est un niveau supérieur. C'est-à-dire ce n'est pas enfermant. C'est un être pensant
qui écrit. Et d'ailleurs, je pense que Maryse Condé est d'ailleurs à la fois une femme de lettres, mais aussi une philosophe. Mais une philosophe qui ne se laisse pas enfermer dans un système, qui justement cherche à casser les systèmes avec ironie. C'est une espèce, comment dire, elle est à la fois socratique, c'est-à-dire connais-toi toi-même, et un peu Diogène, une Diogène féminine qui regarde les fausses valeurs, avec beaucoup de morgue, beaucoup de Elle cherche à casser le système, vous avez dit à la fois. Oui. Alors je vous coupe quelques instants pour aller recueillir les impressions de Laura Carvigan-Cassin. On installe aujourd'hui Maryse Condé dans une dimension nationale incontestable. Est-ce que l'éducation nationale doit prendre en compte, doit s'emparer de ces œuvres? Alors c'est déjà le cas. Davantage ? Peut-être davantage, mais c'est vrai que justement à l'occasion des divers hommages qui ont été organisés en Guadeloupe notamment, la rectrice d'académie a pu rappeler en Guadeloupe que ces œuvres sont étudiées dans les établissements. En Guadeloupe ? Oui, dans l'académie de Guadeloupe, ces œuvres sont étudiées. Mais dans l'Hexagone ? Dans l'Hexagone, effectivement, il faudrait qu'elle le soit davantage. Mais elle l'est, puisque son œuvre a été au programme de certains concours nationaux. On peut toujours espérer retrouver des textes de Maryse Condé dans plus d'établissements, mais je crois que le fait déjà qu'il y ait des nominations, Maryse Condé, le lycée dont vous avez parlé, de Sarcelles, et d'autres établissements en Guadeloupe, à la Désirade notamment, c'est déjà un signe important justement d'une reconnaissance académique et je dirais même universitaire, puisque son œuvre est très étudiée à l'université, dans les universités de France hexagonale et ce qu'on peut appeler les Outre-mer. Il y a des thèses sur son œuvre qui sont récentes et plus anciennes. Oui. Elle aurait mérité le prix Nobel de littérature, Maryse Condé, mais les distinctions ont été nombreuses. La France a notamment su l'honorer. C'est ce que nous montre ce sujet signé Laïd Beritan. Elle était née Maryse Boucolon, mais c'est avec son nom marital qu'elle va connaître la consécration. Stand up for Maryse Condé, please. Ce vendredi 12 octobre 2018 à Stockholm, l'écrivaine guadeloupéenne reçoit le prix Nobel alternatif de littérature. Sa famille est présente, son mari Richard, ses filles, ses petits-enfants. Une consécration pour celle dont la vie a été marquée par les rencontres et l'engagement. Je suis fière, extrêmement fière, d'être celle qui a fait entendre la voix cachée de la Guadeloupe. Et c'est avec son roman La traversée de la mangrove que la romancière antillaise va connaître le succès populaire en Suède. Je pense que la littérature qui s'occupe dans une littérature mondiale, qui décrit le racisme, les préjugés, des préjugés, etc., c'est très important aussi aujourd'hui. En juillet 2014, c'est la France qui la met à l'honneur. Maryse Condé est élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur. C'est Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, qui lui remet la distinction. Je veux commencer par rendre hommage à une des plus belles plumes, les plus fortes, les plus élégantes, les plus drôles aussi de la Caraïbe. 6 mai 2020, Salon de l'Élysée, Maryse Condé reçoit la Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Non sans humour, le président Macron aura ces mots. Richard disait que vous étiez résolument l'indépendantiste la plus décorée de la République. En 2018, Maryse Condé est consacrée par le prix Nobel alternatif de littérature à l'issue d'une consultation qui a réuni plus de 32 000 contributions du monde entier. Elle aurait mérité le prix Nobel de littérature, Estelle Sarabul. Sans doute. Mais c'est déjà quelque chose, ce prix alternatif. Bien, oui. Voilà, faut pas trop le minimiser. Mais c'est vrai qu'elle a un rayonnement international que peut-être en France, dont on n'a pas toujours pris la mesure et qui fait qu'effectivement, elle méritait les plus hautes distinctions. Bon, elle a été quand même décorée. L'important maintenant, c'est que son œuvre soit le plus largement diffusée et étudiée. C'est comme ça qu'elle restera au-delà de tous les prix qu'elle a pu avoir dans sa vie. Ouais, Emmanuel
Macron qui s'amuse de Maryse Condé, l'indépendantiste Romuald de Foncouat, l'indépendantiste la plus lue. Quel sentiment cela vous évoque? L'indépendantiste la plus décorée. La plus décorée. La plus lue, je ne sais pas, mais la plus décorée. Oui, mais c'était un clin d'œil qui est assez amusant, mais en même temps qui est assez significatif. Si on prend le clin d'œil au sérieux, il est assez significatif justement de la représentation des écrivains francophones en France, les écrivains francophones en métropole. Et c'est toujours le même paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont des écrivains qui parlent la langue française et les langues de France, pour prendre une expression qui est convenue, et le créole étant une langue de France, rayonnent ou font rayonner en fait la France à l'étranger. Et en même temps, ce sont des écrivains qui ne sont pas très souvent reconnus dans la France hexagonale. D'où le débat que l'on est en train d'avoir, comment est-ce qu'on fait pour les lire, pour les reconnaître, etc. Maryse Condé, c'est une écrivain francophone ou une écrivain pleinement de la littérature française? Mais justement, c'est bien ça le débat. Je crois qu'aujourd'hui, le débat n'est plus de savoir s'il y a une distinction ou pas entre la littérature francophone et la littérature française. Ce débat-là, pour moi, est un débat qui est dépassé. Aux Amériques, aux États-Unis, il n'y a pas de littérature française. On considère toutes les littératures comme étant francophones, puisqu'elles sont de langue française. Et donc, du coup, c'est en France hexagonale ou métropolitaine qu'on fait, en fait, cette distinction-là. Or, précisément, des écrivains comme Maryse Condé portent, en fait, l'universalité, parce que cette universalité repose à la fois sur la francophonie et sur la française. Ils sont tout autant francophones que français, ce que ne sont pas des écrivains hexagonaux. Les écrivains hexagonaux en allant vite ne sont hexagonaux donc français et pas du tout francophones. Donc l'universalité se trouve plutôt du côté en fait de la francophonie. Et les écrivains comme Maryse Condé, mais comme Glissant, comme Chamoiseau et comme la plupart des écrivains justement des Antilles, portent en eux, j'allais dire de façon intrinsèque et même de façon nécessaire, cette dimension qui est une dimension universelle. Alors on voit à l'image l'arrivée d'Emmanuel Macron qui est maintenant à la Bibliothèque nationale de France. Il salue les invités. Il y a environ 300 invités dans cette bibliothèque. Parmi les invités et les membres du gouvernement, il y a Emmanuel Macron, bien évidemment, le président de la République, Gabriel Attal, le Premier ministre, Nicole Belloubet également est présente, la ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse, la ministre de la Culture, Rachida Dati, est également là. Et, bien sûr, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, beaucoup d'anciens ministres de premier plan, le président de la mission pour la mémoire de l'esclavage et des traites de leur abolition, Jean-Marc Ayrault, présent également Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, est également là. Et là, en ce moment, nous voyons le chef de l'État qui est en train de saluer le mari de Maryse Condé, Richard Wilcox, à qui il adresse quelques mots. Des images que nous suivons en direct de la BNF à Paris. Emmanuel Macron qui fera son discours dans quelques instants. Emmanuel Macron et cet hommage, Estelle Sarabul. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Richard Wilcox, cet homme qui a accompagné, on l'a dit, Maryse Condé pendant une grande partie de sa vie jusqu'à son... Oui, c'est très émouvant. Ils se sont connus après déjà une vie mouvementée, très riche de Maryse Condé. Et c'est vrai que c'est un couple qui me fait penser à un autre couple, peut-être Simone et André Schwarzbach. C'est un peu de ce niveau-là. Et c'est très, très beau, ce compagnonnage. Il l'a aidée à éclore comme écrivaine. Là, sur la fin, il l'aidait aussi quand elle n'arrivait plus à écrire elle-même ses textes. Donc, c'est vraiment très beau de voir ce soutien mutuel et ce respect qu'il avait pour elle. Voilà, on le voit sur les images, il se met jamais en avant. Il est toujours, il est présent, mais il laisse toute sa place à la femme qu'elle a été, et c'est très beau de voir ça. Oui, c'est grâce à lui aussi, elle le dit d'ailleurs dans La vie sans phare notamment, qu'elle a pu prendre son envol en tant qu'écrivain. Emmanuel Macron qui est présent, cet hommage national, Alain Foy, est-ce qu'elle aurait été fière de cet hommage national? Je pense que oui, tout de même, oui, bien sûr qu'elle aurait été fière. Je vous coupe quelques minutes. La cérémonie débute avec les premières lectures de textes. D'habitude, je m'efforçais de rentrer à la pointe avant la nuit. C'était la première fois que je laissais la noirceur tomber sur moi en traître. J'avais peur.
peur de la route tout en courbe, peur des formes des maisons soudain métamorphosées en diablesses, des arbres menaçants, des bancs de nuages aux bords déchiquetés. Alors, je filais comme une folle, mes genoux touchant mon menton aplati sur mon guidon. Et, sans que je comprenne pourquoi, ma vitesse me monta à la tête. Elle me rendit libre de toute la liberté dont j'allais bientôt jouir. D'ici 1 an, je quitterai la Guadeloupe, moi qui ne m'étais jamais séparée de mes parents pour plus de 2 semaines. Cette perspective m'exaltait et me terrifiait. Qu'allais-je étudier? Je ne me sentais aucune vocation. Mes professeurs me destinaient à l'Hippocagne, aux grandes écoles, c'est-à-dire que je retrouverais le lycée Fénelon. Cela revenait à quitter une prison pour une autre. Quand même, j'entrevoyais, au-delà de la geôle qu'on me préparait, des portes par lesquelles je pourrais me glisser. Quand, hors d'haleine, j'arrivais à la rue Alexandre-Isaac, ma mère me guettait du salon. Elle commença ses imprécations. Qu'est-ce que j'avais à courir comme une femme folle sous le soleil? Est-ce que je n'étais pas assez laide et assez noire comme cela? Je ressemblais à une Congo. Si c'est un homme que je cherchais, je perdais ma peine. Je passais sur elle sans la regarder et montais m'enfermer dans ma chambre. Elle continua à babiller. Au bout d'un moment, essoufflée, elle se tut et à son tour monta au premier avec des difficultés infinies, car elle était de plus en plus percluse avec cette arthrose qu'elle m'a léguée. Je l'entendis cogner au meuble, chercher sa place dans son lit qui craquait comme un canot qui prend la mer. Sous les couleurs trompeuses de la pitié, tout l'amour que je lui portais reflua vers mon cœur et manqua m'étouffer. J'entrai sans frapper dans sa chambre, ce qui était défendu. Assise dans le miton du lit, elle était adossée à une pile d'oreillers, car elle se plaignait d'étouffement la nuit. Son livre de prière était ouvert devant elle. Elle avait ôté ses postiches et son crâne était dénudé par endroits. Elle était vieille et seule. Mon père était à Sarcelles depuis le début de la semaine, seule et vieille. Je grimpais sur son lit comme du temps où j'étais petite, où rien ne pouvait m'en empêcher, même les plus sévères interdictions. Je la serrais dans mes bras, fort, fort, et la couvris de baisers. Brusquement, comme un signal, nous nous mîmes à pleurer. Sur quoi? Sur le bien-aimé Sandrino qui se mourait au loin, sur la fin de mon enfance, sur la fin d'une certaine forme de vie, d'un certain bonheur. Je glissai la main entre ses seins qui avaient allaité 8 enfants, à présent inutiles, flétris, et je passais toute la nuit, elle agrippée à moi, moi roulée en boule contre son flanc, dans son odeur d'âge et d'arnica, dans sa chaleur. C'est cette étreinte-là dont je veux garder le souvenir. Voilà, extrait Le cœur à rire et à pleurer, lu par Madame Marianne Mathéus. Deuxième lecture dans un instant, extrait de La vie sans phare, lu par Sonia Emmanuel. Nous arrivâmes à Kaolack au début de l'après-midi et je fus atterrée.
Fidèles au rendez-vous, les mouches bourdonnaient partout. Elles se posaient sur les lèvres, les yeux, les joues, entraient dans les narines. La chaleur dépassait tout ce que j'avais jamais connu et les vêtements collaient au corps. Le service du logement m'avait attribué une enfilade de pièces sombres et sans air au-dessus d'une dibiterie. J'allais inscrire les filles dans une série de bicoques en préfabriqué qui tenaient lieu d'école primaire et où Sylvie, ma fille aînée, jura tout net qu'elle ne mettrait jamais les pieds. Le lendemain, je m'éveillais, sans aucune prémonition. Le ciel pesait bas et lourd, comme toujours à Kaolack. Les mouches étaient déjà à leur affaire et s'insinuaient partout. Je conduisis mes enfants à leur école en séchant leurs larmes, tant bien que mal. Puis je me rendis au lieu de mon affectation, le lycée Gaston Berger. La salle des professeurs bourdonnait comme une ruche. Mais à la différence du lycée Charles de Gaulle, où la plupart des enseignants étaient des expatriés, la majorité des professeurs étaient composés d'Africains, à l'exception d'un trio de jeunes blancs assis seuls à une table. À ma vue, l'un d'eux se leva et s'approcha vivement. « C'est toi, Maryse ? Je suis Richard », fit-il avec un fort accent anglais. C'était là le petit ami d'Anne qui, serviable, l'avait prévenu de mon arrivée à Kaolack. Il était beau, très beau même, avec ses grands yeux marron clair dans un visage hâlé. J'avoue cependant que ce tutoiement des plus prématurés me choqua venant d'un parfait inconnu d'apparence si jeune, certainement plus jeune que moi. Puis je pensais que cet anglophone se débattait comme cela arrive fréquemment avec la complexité des pronoms personnels français. Je n'avais pas compris qu'il établissait d'emblée un lien d'intimité entre nous. Il était celui qui allait changer ma vie. Il allait me ramener en Europe, puis en Guadeloupe. Nous découvririons l'Amérique ensemble. Il m'aiderait à me séparer en douceur de mes enfants, le temps de reprendre mes études. Surtout, grâce à lui, je commencerai ma carrière d'écrivain. L'Afrique, enfin domptée, se métamorphoserait et se coulerait soumise dans les replis de mon imagination. Elle ne serait plus que la matière de nombreuses fictions. Lecture de Sonia Emmanuel, comédienne, La vie sans phare, superbe livre autobiographique de Maryse Condé. Je crois que c'était les dernières pages de son livre qu'elle nous a lu. On va maintenant écouter L'abominable institution. L'abominable institution. Guadeloupéenne, appartenant à une famille d'un noir bon teint, selon l'expression antillaise, jusqu'à la fin de mon adolescence, je n'avais malgré cela pratiquement jamais entendu parler de l'esclavage. L'Afrique n'était pas mieux lotie. Elle figurait dans mon imaginaire sous la forme d'un dessin tiré d'un album illustré représentant un homme coiffé d'un fez rouge et tenant entre ses mains un énorme Coran assis sur un petit tapis. Ce dessin était intitulé « Marabout mandingue ». Curieusement, l'homme ressemblait beaucoup à mon père. Aussi, j'en fis un objet littéraire que j'utilisais dans mon premier roman, Eremakonon. Cette ignorance ne doit ni surprendre ni choquer. La génération à laquelle appartenaient mes parents était celle de parfaits colonisés. Je veux dire qu'elle avait intégré tous les mythes et toutes les contre-vérités de l'Europe. Mes parents étaient convaincus que leurs ancêtres avaient mérité l'esclavage à cause de leur sauvagerie, de leur barbarie, leur laideur. Ils portaient en eux, cachés sous les grands airs qu'ils se donnaient, la honte, plaie inguérissable. C'est ainsi que j'explique a posteriori le regard mélancolique de ma mère.
Il me fallut attendre d'arriver à Paris comme étudiante à la fin des années 50 pour que tout change. Alors, je devins l'inséparable d'une camarade de classe dont le père fort connu était professeur d'histoire à la Sorbonne et qui entreprit de faire mon éducation. Une fois la semaine, nous nous asseyions dans son bureau, frais et sombre comme une catacombe, et devant mes yeux stupéfiés, il déroulait le monde. J'appris que celui-ci se divisait en 2 camps et que les miens avaient fait partie de celui des victimes. À quelque temps de là, je traduisis avec Richard Philcox le livre clé d'Eric Williams, Capitalisme et esclavage. Des années plus tard, quand Christian Paul, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer dans le gouvernement Jospin, me demanda de présider le comité pour la mémoire de l'esclavage, créé après la loi Taubira, j'acceptais avec enthousiasme car j'avais l'impression de réparer l'inaction de mes parents. Parler de l'esclavage n'est pas chose aisée. Pour certains, il fut une voie royale où se pressaient têtes couronnées, ministres favoris, hommes d'église, négociants, aventuriers, marins. Il générait des fortunes considérables, tant publiques que privées. Les façades des hôtels particuliers de la ville de Nantes en font foi. En même temps, dès sa naissance, l'institution abominable fut critiquée et violemment dénoncée. En France, les premiers à la démolir furent les philosophes Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et les encyclopédistes Diderot et d'Alembert. Fait important, l'esclavage suscita contre lui l'union sacrée des intellectuels et des artistes. Mais le plus beau texte publié contre l'esclavage est un poème d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Aimé Césaire, on le sait, fut le premier à revendiquer l'ancêtre africain. Le cahier, en effet, se termine par une ode d'une extrême beauté et qui exalte les cœurs. Écoutons-la ensemble. La négraille aux senteurs d'oignons frits retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout, la négraille assise inattendamment debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Superbe extrait lu par Aïssata Seck. Aïssata Seck est la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Extrait de la tribune maintenant. La colonisation fut coupable de pas mal de crimes, lu par Franck Baben, comédien. La colonisation fut coupable de pas mal de crimes, par Maryse Condé. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, des canaux, des chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leur habitude, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Je ne saurais décrire l'effervescence que ces lignes causèrent en moi. J'avais 20 ans. Pour mon anniversaire, ma grande amie Françoise, dont le père enseignait l'histoire à la Sorbonne, m'avait offert ce petit volume rouge et or intitulé « Discours sur le colonialisme ». Paru aux éditions Présence africaine en 1950. Quel en était l'auteur? Un poète martiniquais du nom d'Aimé Césaire. Est-ce à dire que, dès lors, ma vie changea radicalement? Je suis une colonisée, me répétais-je avec ivresse, paradant mon identité découverte. Non, la France n'était pas ma mère patrie, ma métropole.
Mon peuple qui avait tant souffert était une victime et je devais tout faire pour le soulager. Discours sur le colonialisme devient dès lors ma Bible et sans exagération, c'était en partie à cause de lui que je partis pour l'Afrique. Je passerai rapidement sur ces 12 années turbulentes. Je ne citerai que 2 événements. Le mari de ma sœur fut emprisonné pour un complot imaginaire et mourut en détention dans une prison de la Guinée. Moi-même, je fus emprisonné et expulsé du Ghana, car j'avais le malheur de posséder un passeport de la Guinée, pays où s'était réfugié Kwame Nkrumah. Pour tenter de comprendre quelque chose à ce qui se passait autour de moi, je me plongeais dans la lecture des « damnés de la terre » de Frantz Fanon, qui, avec sa lucidité et son humour coutumier, m'avertissait. Après ce tumulte que je dirais aujourd'hui, moi, vieillarde, fuyant le fracas des villes, réfugié dans la paix du Luberon et se bornant à dénombrer les naissances de mes arrière-petits-enfants. Si je reste convaincu que la colonisation fut coupable de pas mal de crimes, je n'en demeure pas moins persuadé que pendant les régimes qui se suivirent, sous le soleil des indépendances, pour emprunter l'expression à l'écrivain ivoirien, notre ami parti trop tôt, Amadou Kourouma, il s'en commit un aussi grand nombre comme par le passé. Les dirigeants ne se soucièrent guère du bien-être de leur peuple et les laissèrent ignorants, affamés, victimes de toutes les détresses. Le flot de migrants qui se pressent aux portes de l'Europe en fait foi. Ma petite Guadeloupe, elle, n'a pas connu les indépendances. En 1946, elle a changé de nom de baptême et demeure un département français d'outre-mer. Hélas, elle non plus ne va pas bien. Alors, que conclure ? Mais précisément, faut-il conclure ? Ne concluons pas, rêvons plutôt, imaginons. L'histoire du monde n'est pas finie. Déjà, des esprits éclairés prédisent la mort de l'Occident. Un jour viendra où la terre sera ronde, où les hommes se rappelleront qu'ils sont des frères et seront plus tolérants. Ils n'auront plus peur les uns des autres, de celui-ci à cause de sa religion ou celui-là à cause de sa couleur de peau, de cet autre à cause de son parler. Ce temps viendra, il faut le croire. Yeah, cri! Yeah, Mistigri! Est-ce que Maryse dort? Superbe interprétation qui donne un peu la chair de poule ici jusque sur le plateau. C'était un texte de Maryse Condé, une tribune qu'elle avait écrite pour répondre à Emmanuel Macron qui parlait de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Maryse Condé, c'est cette femme qui était très politisée aussi. L'hymne à l'amour maintenant avec Laura Cluzel. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie
je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe. Si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Voilà une interprétation très sobre et émouvante, hein, l'hymne à l'amour. Dans quelques instants, quelques secondes maintenant, on va suivre le discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui s'exprime et qui rend cet hommage national à Maryse Condé. Aujourd'hui, on a vu à l'image les filles de Maryse Condé, très émues. Nous écoutons Emmanuel Macron. Une si belle enfant ne pouvait être maudite. L'esprit de Maryse Condé est là tout entier, dans cette dernière phrase de la migration des cœurs. Sa croyance dans l'invention des vies contre la fatalité. Son goût pour le paradoxe, qui la pousse à achever l'épopée d'une lignée maudite par cette phrase qui soudain renverse le livre. Maryse Condé est dans ces mots. Sa méfiance envers les jugements définitifs, son esprit de contradiction, son ironie. Quelques jours après sa disparition, elle qui refusait sa vie durant de se dire française mais guadeloupéenne est célébrée par la nation. Reconnaissance et célébration, comme ce 2 mars 2020, lorsque Maryse Condé avait été élevée à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite, et nous étions là. Conclusion aujourd'hui d'un destin qui s'achève comme ses romans. L'ironie comme art du roman et comme art de la vie. L'ironie de Maryse Condé, qui n'est pas une moquerie, non. C'est l'esprit même du roman, de la littérature, et c'est ce qui fait d'elle une conscience caribéenne, européenne, africaine, universelle. C'est l'ambition de rassembler ces contradictions pour mieux les dépasser, d'embrasser sans l'épuiser l'épaisseur de la vie, la force de ne jamais rien céder sur sa liberté. Maryse Condé était cette ironie souveraine contre toute fatalité, ce pouvoir d'imagination contre toute assignation, ce souffle puissant contre toute entrave. Et cela, dès ses jeunes années, dans la Guadeloupe d'avant-guerre. Si une si belle enfant ne pouvait être maudite, Maryse Condé dut s'affranchir pour conquérir son destin. Affranchissement de sa condition, comme l'avaient entamé ses parents au gré d'une ascension républicaine faite de mérite et d'école, son père commerçant, sa mère l'une des premières institutrices noires de Guadeloupe. L'affranchissement dans la création, culinaire et littéraire, souvenir de sa grand-mère Victoire, génie des fourneaux,
Lecture des romans des grands maîtres, oui. Maryse Condé en tira le pli d'avoir de l'appétit pour l'aimer et pour les mots, les festins et les destins, nourrir les corps et sustenter les cœurs. À jamais, elle vécut la littérature comme une recette de cuisine. Transposer, trahir, accommoder, faire à sa sauce, mettre la main à la pâte, malaxer la pâte humaine. L'affranchissement encore, ce fut l'arrivée à Paris, en Hippocagne, à 19 ans. Dans le Paris de l'après-guerre, oui, affranchissement par la culture, puis par l'entrée à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Affranchissement plus ardent encore quand elle entendit pour la première fois des mots de haine, des insultes racistes, les pleurs des enfants chez ses amis quand elle arrivait, et cette femme changeant de place dans l'autobus en murmurant « sale négresse ». Alors ce fut l'affranchissement dans la revendication de son altérité. Et avec Aimé Césaire, de sa part de négritude. Ce fut l'affranchissement d'une femme libre, les cours à la Sorbonne, un amour haïtien, la palpitation du continent africain, la découverte de la plus secrète mémoire des hommes, de l'esclavage, de ses souffrances. L'affranchissement fut ensuite un chambardement. Au début des années 1960, le départ pour l'Afrique. L'affranchissement et sa part de solitude au collège de Bingerville en Côte d'Ivoire, puis à Camaïenne, faubourg de Conakry en Guinée. Le dur métier de vivre et de nourrir seul ses enfants. Les derniers feux d'un mariage malheureux, le vagabondage dans l'Afrique de l'Ouest où elle croyait trouver un pays. Des illusions des lendemains de l'indépendance, les étals vides des magasins, les prisons pleines des dictatures. La vie sans phare, le chagrin sans recours. Alors, elle fit la rencontre de Richard, qui de Kaolack à Paris l'aida à congédier la réalité pour la fiction. Alors ce fut encore l'ironie pour survivre et l'imagination pour s'affranchir, planche de salut et premier texte écrit pour les planches de théâtre. Alors, Maryse Condé revint à la lecture de Frantz Fanon et la combina avec celle d'Aimé Césaire pour inventer sa propre vision entre Afrique et Caraïbes. Maryse Condé s'affranchit encore des limites et des frontières, des carcans raciaux, et elle tira des flèches de sens et de rêve. Le noir, le blanc. Deux couleurs où se disent l'histoire de l'esclavage et de l'oppression. Deux couleurs où elle ne vit plus que sa vocation. Le noir des caractères d'imprimerie sur sa feuille blanche de romancière. Maryse Condé se mit à son œuvre romanesque, écrire, comme consolation du monde et élucidation de soi. Débuts obscurs jusqu'à l'apparition de Ségou en 1984, un choc pour tous. Ségou restituait la splendeur du monde africain d'avant la colonisation, peignait le suicide ou le viol avec une crudité clinique, mélangeait l'amour et la haine, ne concluait rien, mais disait tout, empli d'une force ténébreuse, irrésistible. Ségou, roman d'une femme puissante, une matador, œuvre au noir d'une descendante d'esclaves, roman d'une femme libre, d'une Guadeloupéenne, d'une pionnière. Elle, Maryse Condé, qui interrompait Bernard Pivot sur le plateau d'Apostrophe avec un « Est-ce que je peux protester ?» d'une infinie révolte, d'une infinie malice, d'une infinie douceur. Ségou, où le monde des rêves, de beauté et de larmes que Maryse Condé bâtissait désormais à plein temps. Par les pouvoirs de sa propre voix, éraillée et chaleureuse, par les pouvoirs de sa langue, langue bariolée et soudain crue, où les choses sont nommées dans leur violence nue, ou célébrées dans leur magie luxuriante. Maryse Condé n'écrivait
ni en français, ni en créole. Elle écrivait en Maryse Condé, à sa manière. Elle vivrait aussi en Maryse Condé, à sa manière, sans phare, sans reniement. À sa manière, en aimant Richard Philcox, son mari, son traducteur, son potomitan, c'est-à-dire son socle. Amour absolu pour un homme sans qui, disait-elle, elle serait l'ombre d'elle-même et sans lequel, ces dernières années, elle aurait été prisonnière des ombres. Vivant à sa manière, au soleil bienfaisant de ses enfants, de leurs enfants, des enfants de ceux-ci, au soleil noir de ses chagrins et de ses morts. À sa manière, en lisant, en écrivant, en publiant ses romans qui ouvrirent une route nouvelle pour toute une génération d'écrivains francophones ou non, de la Caraïbe, d'Afrique, de France, d'Amérique, de ce monde entier qui la célébra par un prix de la Nouvelle Académie de Suède en 2018. À sa manière, en enseignant aussi à New York, où elle créa le département de littérature francophone de l'Université de Columbia. Dans ces salles embuées du Givre sur l'Hudson River, soudain réchauffées des éclats de littérature, crépuscule de la prisonnière des Sargasses, aurore tragique du gouverneur de la Rosée. À sa manière, impérieuse, généreuse, acceptant avec courage la présidence du comité pour la mémoire de l'esclavage et en incarnant ce combat pour le souvenir et la vérité. Maryse Condé vivait en aimant la Guadeloupe, d'un amour doux amer, forgé dans les lumières de la terrasse de Montebello, dans les souvenirs des éclats de rire avec Guy Tyrolien, dans les épices des pois et les saveurs de l'ilang-ilang, dans les galeries de glycine et de luciole, le cri des chouettes sur la canne. Maryse Condé vivait sans rien céder, sans tricher, sans chercher à plaire, en continuant à écrire et à cuisiner la littérature à l'estomac, du haut de son autorité espiègle, de son humour féroce, riant d'elle-même et dictant ses phrases comme on dicte des recettes. Au soir de sa vie, où était Maryse Condé? Elle vivait en Provence, auprès de Richard. Elle vivait dans l'amour inconfortable de la Guadeloupe, dans l'attachement intranquille à la France. Elle était de France à sa manière, à sa place, dans l'éclat des philosophes des Lumières et des figures de liberté, avec cette indécision, cette suspension, ce refus de trancher. Elle vivait en République à sa manière, sans récuser son passé de lutte, sans démentir non plus tout à fait ce que son destin de femme portait irréductiblement d'espérance républicaine. Une belle enfant de la République comme la belle enfant de la migration des cœurs, surmontant la malédiction et l'assignation. Maryse Condé habitait notre langue, qu'elle avait boucanée, sublimée, comme René Maran ou Aimé Césaire l'avaient magnifiée et comme demain d'autres voix, d'autres continents l'embelliront encore. Maryse Condé habitait dans ce pays que ses œuvres avaient bâti, le monde de Maryse Condé. Parmi ces personnages, avec ses destins de femme, esclave, sorcière, amoureuse, cannibale ou pourchassée, qu'elle avait imaginé pour explorer jusqu'au bout ses propres vies, rêvées ou redoutées. Dans ce pays qui était le sien, la littérature. Dans les pages de Mishima, les romans de Marguerite Duras, les chapitres de Thomas Hardy, dans les contes d'Haïti peuplés de Papa Legba, les conversations de la librairie Présence africaine. Où était Maryse Condé? Comme Césaire, de retour dans son pays natal, en littérature.
Pays où une petite fille de Guadeloupe des années 1940 apprend à vivre en lisant dans les hauts de Hurlevent les amours tragiques d'un autre siècle. Pays où des lecteurs du monde entier trouvent aujourd'hui des chemins aux côtés des personnages de Maryse Condé. Par-delà l'éloignement des temps et des lieux, plantation de la Barbade ou Guadeloupe coloniale, citadelle du désert africain ou casemate de réfugiés haïtiens. Pays vibrant des couleurs, des douleurs, des grandeurs de la condition humaine, où les vies sont à comprendre, les raisons à trouver, les cœurs à rire et à pleurer, à lire et à rêver. La littérature, pays de l'universel. Aujourd'hui, la vie de Maryse Condé est célébrée, là en quelque sorte où elle avait commencé, au milieu des livres. La bibliothèque Richelieu pour célébrer la grande Condé. L'indépendante, l'irrégulière, l'inconvenante. Cet enfant mienne a appris à reconnaître ma présence dans le frémissement de la robe d'un animal, le crépitement du feu entre quatre pierres, le jaillissement irisé de la rivière et le souffle du vent qui décoiffe les grands arbres des mornes. L'héroïne de Moi Tituba, sorcière noire de Salem, terminait le roman par ces mots. Voix d'outre-tombe, formulant la promesse ironique, mi-sérieuse, mi-fabuleuse d'éternité. Et comme chaque fois, dans l'ironie, la vérité se fait jour. Car sur ces rayonnages, bruissant parmi les pages, souffle un vent inconnu. Et ce vent demain, quand nous ouvrirons ces livres, se mettra à souffler à nouveau. Vent brûlant d'abord, puis doux, vent facétieux. Celui de sa présence, ineffable, éternelle, universelle. Maryse Condé. Vive la République, vive la France. Voilà pour le discours de Maryse Condé, d'Emmanuel Macron à Maryse Condé. Voilà, lapsus non révélateur, évidemment. Emmanuel Macron qui salue son esprit de contradiction, son ironie. Hein, il l'a répété plusieurs fois, sa conscience caribéenne, européenne, africaine, universelle. Romuald de Foncois, vous retenez quoi de ce discours du président de la République ? C'est un discours qui salue en tout état de cause l'écrivaine, la romancière, la liberté de l'écrivaine et la liberté de la romancière, et qui veut retenir en elle une grande femme de lettres. Je pense que c'est un choix qui est un choix judicieux, et on sent bien une connaissance qui est une connaissance de son œuvre littéraire. Et c'est peut-être, il y a une formule qu'il a utilisée qui est assez rapide, c'est la manière dont il a cru comprendre l'apport que Maryse Condé apporte à la notion du roman. On va repasser sur la cérémonie. Voilà, c'était donc la Marseillaise pour Maryse Condé à l'instant. Emmanuel Macron qui salue maintenant les membres de la famille,
On a vu Richard Philcox, les 3 filles de Maryse Condé au premier rang. Emmanuel Macron qui est accompagné également de son épouse qui était professeure de français. Et donc voilà, elle a toute sa place évidemment à la Bibliothèque nationale de France et dans cet hommage. Lauraline Carvigan, qu'est-ce que vous retenez de ce discours d'Emmanuel Macron ? Alors, c'est un discours qui explore plusieurs facettes de l'œuvre et c'est un discours que je trouve intéressant parce qu'il, effectivement, balaye plusieurs aspects. La romancière, on l'a dit, il analyse son style, vous avez parlé d'ironie, qui renvoie à cette dérision dont elle aimait faire preuve. Ce que je trouve intéressant, c'est le fait justement qu'il rappelle que ce côté inconvenant, indiscipliné, révolté, rebelle, de Maryse Condé, c'est finalement celui des écrivains, de manière générale. Et il a parlé des écrivains des Lumières, mais l'écrivain, de manière générale, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer. C'est quelqu'un qui est difficile à circonscrire, comme l'était Maryse Condé. Donc c'est cela qui est intéressant parce que ça renvoie vraiment à sa dimension universelle, celle de l'écrivain avec un E majuscule. Maryse Condé, c'était aussi cet écrivain qui racontait des histoires, mais qui avait les pieds ancrés dans la réalité Alain Foy. Oui, tout à fait. Je voudrais dire un mot sur le discours qui m'a touché, et aussi pour cette raison que le président de la République, ici un bon comédien, a été chevauché, comme on dit dans le vaudou, par le texte de Maryse Condé. Il était habité, on l'a senti, et c'est Maryse Condé qui parlait à travers le président de la République. Ça, c'est très fort. Et je voudrais dire aussi, alors ce qui a retenu aussi mon attention, c'est le fait qu'il ait parlé de l'amoureuse. Parce qu'en fait, Maryse Condé est d'abord une amoureuse et une maman, et quelqu'un de très maternel. J'ai connu Maryse Condé jouant avec mon fils, mais j'étais très étonné. Parce qu'en fait, elle était à la fois la maman et la copine. Et elle était devenue enfant. Elle est capable comme ça d'être aussi bien une enfant que une maman. Et c'est ça qui fait aussi l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste ou la femme ou l'homme de lettres a quelque chose en elle de l'enfant qu'elle garde et qui parle tout le temps. Et on sent toujours l'enfant chez Maryse Condé. Et c'est ça qui est très fort. Voilà. Et cet enfant-là a chevauché le président de la République. Je vous laisse vos propos. Estelle Sarabul, qu'est-ce que vous retenez de ce discours ? C'est un beau discours. C'est un discours qui, je pense, est à la hauteur de Maryse Condé, avec beaucoup de malice aussi. Et elle était malicieuse. Et il y avait beaucoup d'humour derrière ce que disait Emmanuel Macron quand il parle de la grande Condé. Il y avait aussi beaucoup de références littéraires. Il a de Mohamed Bougarsar à des écrivains haïtiens. Il a fait beaucoup d'allusions à de nombreux textes et il a montré effectivement l'universalité de la pensée de Maryse Condé. Il aurait peut-être pu un petit peu insister encore plus sur le fait qu'elle a fait briller la France, elle a porté la France, elle l'a fait rayonner à l'international, mais quand même, je trouve qu'il lui a vraiment bien rendu hommage et qu'il l'a inscrite dans la grande histoire littéraire et artistique française, mondiale, universelle, et ça m'a beaucoup plu. J'ai souri, j'ai été émue. C'était le bon dosage pour elle. Oui, elle a fait briller la France à l'universel, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Soyons honnêtes, Romuald de Foncouat, même si Maryse Condé est étudiée aujourd'hui à l'école, un peu à l'université, ce coup de projecteur médiatique va permettre peut-être aux Français de connaître un peu plus cette grande écrivaine engagée. C'est bien tout le paradoxe en fait des écrivains francophones. C'est que on les connaît beaucoup mieux en dehors de l'Hexagone qu'à l'Hexagone même, et que en fait c'est parce qu'on les connaît plus à l'étranger qu'on finit par les redécouvrir en fait en France. Maryse Condé n'échappe pas du tout à la règle, et cette règle-là, elle est déjà une règle ancienne. Souvenez-vous que François Fanon, c'est la même chose. Aimé Césaire, c'est la même chose. Damas, c'est la même chose. Je veux dire que je peux remonter en fait au poète de la négritude pour comprendre qu'au fond, ces auteurs-là étaient mieux connus, plus étudiés aux États-Unis qu'en France, à leur époque. Césaire, n'en parlons même pas. C'est-à-dire qu'au fond, les médias ne pouvaient pas l'approcher, puisque c'était en quelque sorte, on le sait très bien, le grand repoussoir. Ouais. Mais à l'extérieur de l'Hexagone, en Afrique aussi, il était très, très connu. Mais je dirais que pour Maryse Condé, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier la dimension qui est la dimension africaine, au fond, de la reconnaissance de Maryse Condé, avant la dimension qui est celle de la reconnaissance de Maryse Condé
dans l'Hexagone, et je ne dirais rien de la reconnaissance de Maryse Condé en Guadeloupe. Alors là encore, il y a grande... Justement, Laura-Line Carvigan-Cassin, est-ce que Maryse Condé, aujourd'hui, on lit ses œuvres en Guadeloupe? Est-ce que la jeune génération, c'est là où je veux en venir, est-ce que la jeune génération, aujourd'hui, s'empare des œuvres de Maryse Condé? Oui, elle s'empare de ses œuvres. On a pu s'en rendre compte justement récemment à l'occasion d'un hommage qui a été organisé. Il y a eu plusieurs hommages en Guadeloupe. Il y a eu celui au Centre des Arts. Mais je crois que Maryse Condé avait dit on ne la lit pas assez. Il me semble qu'elle avait dit ça, Maryse Condé. On ne la lit pas assez. Aujourd'hui, on la voit à la télé, elle est célèbre, donc on la voit à la télé, mais on ne lit pas ses romans. Et elle était un peu déçue de cela. Elle était déçue jusqu'aux dernières années, je dirais, parce que durant les dernières années où elle venait en Guadeloupe, elle allait à la rencontre des étudiants, elle allait dans les collèges, dans les lycées, et elle rencontrait ces étudiants. Elle a eu l'occasion de venir, par exemple, à la bibliothèque universitaire de Saint-Claude, et il y a une salle d'ailleurs qui a été nommée en son nom, qui a été nommée salle Maryse Condé. Et là, justement, elle a rencontré des étudiants, elle a pu échanger avec eux, elle s'est rendue compte qu'ils avaient lu son œuvre. Donc, je pense que c'est de plus en plus progressif, justement, et c'est de plus en plus répandu, la lecture de ces œuvres. Je vous parlais de l'hommage qu'il y a eu au Centre des Arts, il y a eu celui aussi au Mémorial Acte, où, effectivement, les gens sont venus avec les romans de Maryse Condé qu'ils avaient lus. C'était aussi un code. On venait chacun avec l'ouvrage qu'on avait lu de Maryse Condé. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Il y avait toutes les générations qui étaient confondues ce soir. Alors, vous, la jeune romancière Estelle Sarabul, quel a été le premier roman que vous avez lu de Maryse Condé? C'était... alors, il y a eu Ses goûts, mais j'étais petite. Donc, celui qui m'a vraiment marquée, c'est La vie sans phare. Parce qu'elle y raconte sa vie, qui est trépidante, qui est par moments haletante. Et moi, j'avais peur pour elle en tournant les pages, parce qu'elle a quand même pris des risques. Elle parle très facilement de ses erreurs, en tant que femme, en tant qu'écrivaine. Elle n'avait pas peur de montrer ses failles. Exactement. Et ça m'avait beaucoup plu, et ça m'avait énormément intéressée, d'autant plus qu'elle était quand même au cœur de l'action. Elle était là au moment des indépendances africaines. Elle a connu ça de très près. Et donc, c'est très, très beau de voir ça. Et aussi, ce que j'ai apprécié beaucoup dans ce roman, c'est qu'elle a été à chaque fois décentrée. C'est-à-dire qu'au départ, elle vivait en Guadeloupe, dans une famille bourgeoise. Elle n'avait pas conscience vraiment de sa négritude. Il a fallu qu'elle arrive à Paris pour se rendre compte qu'elle n'est pas seulement une bourgeoise française, elle est avant tout une négresse. Premier décentrement. Ensuite, elle va aller en Afrique, pensant retrouver des racines et qu'on allait bien la considérer. Elle se rend compte qu'elle n'est pas africaine. Elle est guadeloupéenne, deuxième décentrement, et ça va recommencer aux États-Unis. Elle va rencontrer les Noirs américains, mais elle va se rendre compte qu'être antillaise, caribéenne, ce n'est pas la même chose qu'être noir américain. Et donc, à chaque fois comme ça, elle a fait des découvertes, sans compter qu'elle s'est retrouvée avec un enfant dont le père l'a abandonné. C'est aussi quelque chose d'important, de traumatisant. Donc, elle a eu une suite comme ça de décentrements qui sont constitutifs d'une vie. On va y revenir de sa rencontre avec Jean-Dominique et de cet enfant. On va retourner à la Bibliothèque nationale de France, retrouver Laurence Théatin. Laurence Théatin, vous êtes avec la Guyanaise Christiane Taubira. Oui, la Guyanaise Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, et qui a porté la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Christiane Taubira, bonjour. Alors, le président de la République a dit que la vie de Maryse Condé est célébrée là où, en quelque sorte, elle a commencé. Est-ce que la Bibliothèque nationale de France est le lieu où il fallait justement lui rendre cet hommage national ? Sans aucun doute. Pour Maryse Condé, ce qui convenait, c'était un lieu universitaire, un lieu du savoir, un lieu de la culture, un lieu de la littérature, un lieu d'ouverture sur le monde. C'est sans doute symboliquement le lieu qui ressemble, en tout cas le lieu que Maryse aurait approuvé avec le moins de réticence, de mon point de vue. Alors, il a parlé d'ironie, affranchissement. Est-ce qu'il a, selon vous, bien décrit Maryse Condé? Est-ce qu'il l'a cerné? Est-ce que c'était ça, Maryse Condé? Alors moi, je crois que ce serait une prétention et même une vanité que de vouloir cerner Maryse Condé. Maryse Condé a eu plusieurs vies. Elle s'est offert plusieurs vies. Elle s'est aventurée dans des domaines, dans des univers, dans des espaces, dans des lieux, y compris des lieux imaginaires. Maryse a tout exploré, elle a tout essayé, elle a tout tenté, elle a tout interrogé. Donc personnellement, moi, j'ai suivi la littérature de Maryse. Alors, je peux considérer a posteriori que c'est un privilège. Comme je suivais les cours de Maryse, j'ai commencé à lire Maryse dès son premier roman.
Donc souvent les gens découvrent ces livres après et lisent dans le désordre. Moi forcément j'ai lu dans l'ordre puisque j'ai lu chaque fois. Et j'ai bien vu comment Maryse voguait, naviguait, s'autorisait tout. Et nous sommes devenus amis très vite. Nous nous sommes revus en Guadeloupe d'abord, donc c'est là que nous avons consolidé nos liens. Je suivais ses cours, hein. J'étais étudiante à Assas, Paris 2, mais je traînais dans d'autres universités. Donc je suivais ses cours. Je ne sais plus si c'était Censier, Jussieu ou la Sorbonne, mais en tout cas, j'allais au cours de littérature de Maryse, et donc j'ai lu. On a eu des disputes entre étudiants sur Erema Konon. Et il y avait 2 camps, c'était intéressant, il y a 2 camps. Il y avait un camp de filles, on défendait bec et ongle Maryse, alors que moi ça me bouleversait quand même. Hein. Erema Konon, moi aussi, mon rêve d'Afrique s'effondrait. Et puis on a été prête à arracher le nez des hommes. Alors justement, quand on lit la vie sans phare, dans lequel elle raconte effectivement sa vie de femme et comment les hommes disposaient un peu de son corps, est-ce que aujourd'hui elle aurait pu faire partie de ce mouvement des MeToo ? Alors, Maryse avait un rapport intéressant au féminisme, parce que Maryse disait, notamment dans sa période américaine, elle disait qu'elle n'était pas féministe. Puis, bon, finalement, elle est féministe. Mais les féministes américaines ne la reconnaissent pas comme féministe parce qu'elle a tout bêtement une vie de famille, elle a un mari qu'elle aime, qu'il aime, et ça n'avait pas l'air de faire partie des schémas. Maryse avait perçu, intuitivement, et scientifiquement, je dirais, au sein de la littérature. C'est-à-dire qu'on interroge, qu'on explore, qu'on émet des hypothèses et qu'on regarde comment ça colle à la vie. Maryse avait perçu que le féminisme tronc, tel qu'il est défini et formulé en Europe, ou par les femmes blanches américaines aux États-Unis, ce féminisme-là n'embrassait pas la totalité des conditions de femmes, que ce féminisme-là n'avait ni l'intuition, ni la connaissance de ce que vivaient les femmes qui n'appartenaient pas aux sphères de pouvoir, à la sphère d'organisation sociale. Donc elle avait perçu, et à la fin, nous avons eu des entretiens croisés, par exemple. Elle s'assumait très clairement comme féministe. Et Maryse est une féministe presque de la préhistoire. C'est-à-dire que Maryse nous a fait découvrir les tempéraments, l'existence des femmes. Elle nous a fait nous découvrir nous-mêmes. Merci Christiane Taubira. Christiane Taubira, donc ancienne ministre de la Justice et porteuse de la loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Merci beaucoup Laurence Théatin avec Christiane Taubira. Christiane Taubira qui parle d'une Maryse qui finalement aura fait... grâce à elle, on se découvre. Qu'est-ce que vous en pensez, Lauraline Kervican ? Est-ce que Maryse, c'était aussi ça ? Elle nous permettait finalement de nous découvrir, de nous connaître davantage ? Oui, parce qu'avec un talent rare, elle réussissait à explorer l'intimité. C'est-à-dire qu'elle se dévoilait, elle questionnait le monde, mais elle questionnait aussi ce qu'elle était. Elle se cherchait, elle partait à la recherche d'elle-même, je crois, dans les lieux, mais aussi dans ce qu'elle vivait. Et dans ce qu'elle propose de son individualité, de son expérience, finalement, le lecteur aussi se reconnaît dans ses cicatrices, dans ses douleurs, mais aussi dans ses joies et dans cette recherche du bonheur. Puis j'allais finir juste pour dire qu'en fait, elle disait ça, que ce qu'elle cherche, c'est vraiment à vivre mieux, à vivre le moins mal possible. Et cette recherche du bonheur dont on parlait concernant justement Erema Konon, en attendant le bonheur. Oui. Je vous propose de revenir sur cette Marseillaise qui a été interprétée au cours de cet hommage national. Nous en avons raté la majeure partie. Je vous propose de revenir sur cet hommage et sur ce chant. Entendez-vous dans les campagnes les féroces sonnants. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, nos âmes citoyens. Formez vos bataillons, marchons, marchons, marchons.
Voilà donc cette Marseillaise pour Maryse Condé, un moment solennel que nous avons tenu à vous faire revivre. On va maintenant partir à la Bibliothèque nationale de France, retrouver Laurence Théatin. Laurence, vous êtes avec Jean-Marc Ayrault. Oui, alors nous sommes avec Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Alors, était-ce une évidence que Maryse Condé soit donc la première présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage? C'est le combat de toute une vie. Et quand la loi Taubira est votée, c'est un tournant historique. La France reconnaît que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Et surtout, va dévoiler la réalité d'une histoire enfouie, méconnue et souvent sujet tabou. C'est-à-dire l'obligation d'enseigner cette histoire désormais dans les écoles, les collèges et les lycées, de faire un travail de recherche, de faire un travail de mémoire. Et donc ce travail était immense. C'est une première forme de réparation. Et Maryse Condé, tout à fait naturellement, a accepté de présider le premier comité pour la mémoire de l'esclavage qui a été issu de cette loi. Et aujourd'hui, la Fondation pour la mémoire est l'héritière de ce comité. Donc évidemment, je suis très ému d'assister à cet hommage national qui lui a été rendu aujourd'hui, pas dans n'importe quel lieu, et qui est le lieu le plus symbolique qu'on ait pu choisir, la Bibliothèque nationale de France, parce que c'était aussi une œuvre de toute une vie, une œuvre littéraire, qui exprimait aussi toutes ses hésitations, ses douleurs, ses combats, ses espérances, et puis qui s'adressait à nous pour nous faire réfléchir et nous amener à nous engager davantage. Alors, Maryse Condé disait justement par rapport au 10 mai que vous ne vouliez pas et qu'elle ne voulait pas qu'il soit férié parce qu'il fallait que les citoyens, les jeunes sachent ceux qui connaissent l'esclavage. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que justement, Maryse Condé et vous avez réussi? Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait parce que un peu plus de 20 ans après la loi Taubira, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a fait l'évaluation de l'enseignement de cette histoire dans les écoles, les collèges et les lycées. Et effectivement, c'était un sujet qui n'était pas du tout enseigné. Par exemple, personne ne connaissait le Code noir. Moi, j'ai été élève du lycée Colbert à Cholet, on m'a jamais parlé du Code noir. C'est que beaucoup plus tard, et donc c'est récemment que ça a été fait. Donc le bilan est important. Mais il y a encore énormément de chemin à faire, parce qu'il ne suffit pas de se réunir une fois tous les 10 mai. Il faut que le travail de mémoire, le travail de lutte contre les préjugés, contre les stéréotypes, contre les stigmatisations, le racisme, ce travail doit se poursuivre. Non pas pour faire des concurrences entre communautés, entre la concurrence des mémoires, mais pour faire société en commun, pour faire nation, pour faire république. Et qu'est-ce que ça veut dire faire république? Ça veut dire mettre en œuvre concrètement le message révolutionnaire de 1789 de la Déclaration des droits de l'homme, et on est parfois très très loin dans la réalité quotidienne, dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone et à l'échelle internationale, de ses objectifs et de ses ambitions. Donc le combat de Maryse Condé, c'est à nous de le poursuivre. Merci Jean-Marc Ayrault. Voilà, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci beaucoup Laurence Théatin. Maryse Condé, c'est une œuvre immense, avec plus de 70 ouvrages, de la pièce de théâtre aux essais, en passant par la fiction, les livres pour enfants. Les écrits de Maryse Condé évoquent le colonialisme, l'Afrique, mais aussi le combat pour l'émancipation. Retour sur le parcours littéraire de l'écrivaine avec Gervais Nietzsche. Avec ses goûts, roman historique en 2 tomes, paru au milieu des années 80, Maryse Condé est enfin reconnue par la critique. Mais c'est à l'âge de 7 ans qu'est née chez la Guadeloupéenne l'envie d'écrire. Le désir d'écrire est né avant la possibilité d'écrire. Ça veut dire que je me racontais d'histoires, j'en racontais aux autres, avant de savoir écrire et de penser qu'un jour, éventuellement, je serai écrivain. Maryse Condé a eu une carrière d'écrivaine prolifique. À son crédit, une 40aine de livres dont certains évoquent les ravages du colonialisme, un sujet qu'elle aborde en se plaçant du point de vue des femmes antillaises. Fatiguée de l'image un peu lisse que l'on a d'elle, l'écrivaine guadeloupéenne décide de raconter ouvertement son histoire dans La vie sans phare, publiée en 2012. J'ai voulu m'humaniser un peu en montrant qu'avant de devenir ce que je suis, j'ai beaucoup souffert, galéré, comme on dit vulgairement. Donner une image plus plurielle et composite.
De nombreux ouvrages de Maryse Condé sont traduits dans plusieurs langues et ont été primés. Le cas par exemple de Moi Tituba sorcière, Noire de Salem, qui a reçu le Grand Prix de la Femme. En 2018, Maryse Condé a été lauréate du prix Nobel alternatif. Direction Marie-Galante maintenant pour retrouver Lise Dolmar et Roni Malizzi. Lise, vous êtes toujours donc dans le berceau, sur l'île au Sans-Moulin, qui est le berceau familial de Maryse Condé. Absolument, nous sommes toujours donc à Marie-Galante. Le temps est un petit peu mauvais, pluvieux, mais le soleil va aussi revenir. Et en fait, en Guadeloupe, qu'est-ce qui se passe depuis l'annonce du décès de Maryse Condé? C'est toute une population qui a oscillé entre pudeur et ferveur, entre émotion et passion. Il y a eu diverses manifestations qui ont ponctué un petit peu ces différents temps après l'annonce de ce décès au Mémorial à des initiatives privées, politiques, associatives, publiques. En fait, c'est toute une population qui a honoré ce phare qu'est Maryse Condé. Et aujourd'hui, ce phare nous éblouit parce que peut-être qu'on n'avait pas perçu l'intensité de cette lumière. Alors, comment ça se passe en Guadeloupe? Comme je vous le disais, l'intimité de cette disparition a touché l'universalité et toute la population s'en émeut à l'unisson. Merci Lise Dolmar, vous étiez donc en direct de Marie-Galante en Guadeloupe. Dans son dernier livre, Évangile du Nouveau Monde, Maryse Condé se questionne sur la façon dont tourne le monde. Elle avait encore la force intellectuelle de nous interroger, de s'interroger, Romuald de Foncois. Oui, malgré la maladie, elle avait toute sa tête, si j'ose dire, et tout le talent pour pouvoir continuer en fait son œuvre littéraire. Et sans indiscrétion, je dirais que jusqu'au bout, elle a voulu poursuivre son écriture littéraire en essayant de raconter les romans, cette fois-ci à l'oral, pour qu'on puisse en fait saisir ces mots pour en faire un peu plus tard un roman. Ça veut dire qu'elle a dicté ce dernier roman. Oui, c'est incroyable. Elle a dicté ses derniers romans parce qu'elle n'avait plus la force en fait d'écrire, et donc c'était la seule manière qu'elle avait trouvée de pouvoir continuer en fait à produire son œuvre. Et je pense que l'Évangile du Nouveau Monde, c'est tout à la fois une œuvre de la fin, mais c'est peut-être une œuvre du début. C'est-à-dire que quand on lit Moi Tituba, sorcière noire de Salem, il y a déjà dans ce roman quelque chose comme une certaine Évangile du Nouveau Monde. Et lorsqu'on écoutait tout à l'heure la préface, la fin de la préface, ben c'est déjà ça. Enfin, la fin de la préface est déjà assez évangélique. Il faut rêver. Il faut inventer un autre monde, il faut inventer une autre manière de pouvoir repenser les relations entre les peuples, les cultures et les civilisations, entre les individus, face à l'adversité qui est l'adversité historique, face au désordre du monde, face à l'inadmissible du monde. Il faudrait peut-être à un moment donné, c'est la fonction de la littérature, de faire rêver. Le désordre du monde, vous dites. Elle a aussi évoqué à la fois le désordre qui règne en Guadeloupe. Maryse Condé, c'était aussi cette femme, on l'a dit, engagée politiquement même. Oui, mais elle ne mâchait pas ses mots. Elle disait exactement ce qu'elle pense. Donc, elle était fort mauvaise politique dans ce sens-là. Et donc, elle dérangeait beaucoup. Ce qui est frappant, en fait, c'est lorsqu'elle revient donc, en Guadeloupe, elle devient autre, un peu autre. Vous savez, en fait, dans tout la vie de Maryse Condé, c'est un voyage un peu, mais un peu comme elle se modifie en fonction de ses rencontres, de ses voyages. On pourrait comparer sa vie à la modification de Butor. Vous savez, de ce roman où on part vers une destination, mais on a changé entre-temps. Et elle arrive en Guadeloupe et cette Guadeloupe qu'elle connaissait pas vraiment, en fait, parce que elle était dans une famille pointoise, bourgeoise, qui allait de temps en temps à la campagne, mais elle ne connaissait pas vraiment. Et là, elle va à Montebello, cet endroit assez magnifique, où elle est en pleine Guadeloupe, en pleine Basse-Terre, et elle écrit La traversée de la mangrove, qui, vous savez, la mangrove avec les palétuviers, les rhizomes, on est dans la créolité, et avec tout ce qui s'entremêle, s'entrelace, et c'est un monde complexe, beaucoup plus complexe. Elle se plonge dans ce monde complexe comme dans la forêt qui est très touffue aux Antilles, et elle prend un immense plaisir parce que elle est dans la simplicité et en même temps dans la complexité de la nature. Et ça, c'est elle, en fait, c'est Maryse Condé.
Maryse Condé et le créole, justement, dans le beau reportage de Xavier Luce, La liberté d'écrire, on évoque cette relation qu'elle a avec le créole et sa famille, qui lui, finalement, ces grands bourgeois qui interdisent à leurs enfants de parler créole. Estelle Sarabul, vous aussi, vous parlez pas créole, vous ne parlez pas créole? Non, alors moi, on ne me l'a pas interdit. Oui. C'était déjà la génération d'après, mes parents. Donc, mon père ne me l'a pas interdit, mais simplement... Parce que vous avez vécu tout simplement dans l'Hexagone. Exactement. Et il s'est marié avec ma mère qui n'était pas issue des Antilles. Et donc, il a pensé que c'était mieux pour ses enfants d'être plongés dans le français classique et de ne pas les initier au créole. Bon, alors moi, je le regrette, mais c'est une réalité qu'ont vécu beaucoup de gens de ma génération qui sont nés hors des Antilles. Et aujourd'hui, vous renouez avec vos racines, avec le créole? Alors, je renoue par la littérature, moi, par l'écriture. C'est-à-dire que j'ai un très gros complexe. Je ne le parlerai jamais parce que... C'est vrai? J'ai mon accent Qu'est-ce que vous connaissez pointu comme mot en banlieusard. créole? J'en Allez, connais lancez-vous. plein. Le titre de mon premier roman, c'est La chien carapé paquet. C'est là où les chiens aboient par la queue. Voilà, donc je le comprends, je peux le parler un petit peu, mais je ne le parlerai jamais. J'ai trop de respect pour cette belle langue complexe qu'est le créole pour essayer de le baragouiner. Ouais. Donc, il réapparaît dans mon écriture. C'est ma façon de compenser. Bon, Maryse Condé et la Guadeloupe, c'est une relation particulière, ambiguë. L'écrivaine y est retournée en 2016. C'est comme un acte d'amour et d'amitié pour son île natale. Je vous propose ce reportage signé par nos confrères de Guadeloupe la Première. Elle est venue, Maryse, même diminuée physiquement, rencontrer ses amis, ceux qu'il aime et qu'elle aime. Et quelle joie, quelle émotion de voir se multiplier des gestes réciproques d'attention et d'amitié. Pour la romancière, ces témoignages d'amour conserveront une dimension toute particulière, comme un adieu définitif à la Guadeloupe, qu'elle ne reverra plus. J'ai eu un rêve, je crois un rêve qui m'a dit « Va chez toi, Maryse, parce que peut-être c'est la dernière fois. » Il y a des gens que j'aime, des amis que j'adore, et j'avais envie de les revoir. Et j'avais envie d'entendre la voix du pays. Le pays parle, le pays m'a toujours parlé, m'a toujours dit des choses. J'avais envie d'entendre ça avant que ce soit trop tard. Nombre de témoignages ont accompagné la présence de Maryse Condé et son long cheminement littéraire aux quatre coins du monde, Paris, le Ghana, la Guinée, le Sénégal, Londres ou les USA. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le pays ? Un secret. Je ne peux pas te dire. C'est entre lui et moi. Il souffre. Il est malheureux. C'est pour ça qu'il est souvent violent. Mais je crois que si tous on s'y met, on arrivera à le sauver. Il n'est pas entièrement perdu. Il se débat, comme on dit. Il cagoumait. Voilà, ça fait plaisir d'entendre la voix de Maryse Condé. On retrouve Laurence Théatin, on retourne à la Bibliothèque nationale de France. Laurence, c'est à vous avec vos invités. Vous êtes avec Xavier Luce notamment. Oui, tout à fait. Donc nous sommes avec Xavier Luce, vous êtes Kamaya Glover et vous venez toutes les deux des États-Unis. Donc alors Xavier Luce, d'abord je vais vous demander qu'est-ce qui a dicté le choix des textes qui ont été choisis? Je crois que c'est vraiment la dimension de guadeloupéenne indépendantiste, ainsi que cela a été dit de Maryse Condé, qui dans ses écrits porte cette voix cachée interdite de la Guadeloupe. Oui, alors Xavier Luce, qui est donc réalisateur et qui avait écrit donc La liberté d'écrire, co-auteur de La liberté d'écrire. Alors vous venez donc des États-Unis, toutes les deux. Alors vous avez fait le déplacement. Est-ce justement en quoi Maryse Condé valait justement ce déplacement, cet hommage national, et comment expliquez-vous qu'elle était si connue aux États-Unis et si peu en France? Écoutez, en ce qui me concerne, je connais Maryse Condé depuis que j'ai moi-même 14 ans. C'est une amie de longue date et que j'ai retrouvée effectivement quand elle était à Columbia University, où elle a créé le département d'études
sur la francophone. Et oui, j'ai fait le déplacement de New York pour l'accompagner, pour l'honorer et pour honorer cette voix puissante, libre et indépendante de Marie Scondé, celle qu'elle a partagée avec nous tous, beaucoup d'émotions. Alors, vous enseignez donc à Yale. Comment justement expliquer que Marie Scondé soit si connue et soit étudiée dans les universités américaines et pas françaises? Il y a beaucoup de raisons, mais je pense que la première serait peut-être un certain nombrilisme français et une ouverture aux États-Unis à comprendre le monde diasporique, Marie Scondé étant un phénomène diasporique, à comprendre le monde diasporique au-delà des frontières des États-Unis. Et donc pour Marie, pour qui la France était vraiment globale et qui voulait absolument que les îles, que les Antilles en particulier, soient reconnues comme des producteurs de culture, de littérature, etc. C'était quelque chose qui était bien reçu parmi mes collègues et mes co-étudiants aux États-Unis. Alors, vous avez été élève de Marie Scondé. En effet. Alors, quel professeur était-elle? Enfin, elle était sans pitié, mais aussi avec une ouverture et une générosité énorme. Je pense que souvent entre nous les Américains, surtout les Noirs américains, on avait tendance à un certain nombrilisme nous-mêmes, à voir blackness comme un phénomène américain, alors que Condé, elle voulait qu'on comprenne qu'il y a une communauté transatlantique, atlantique, diasporique, qui faisait cause commune et qui permettait de nous voir sur une scène globale, différemment peut-être qu'auparavant. Ouais. Merci beaucoup à vous d'être venu des États-Unis. Merci beaucoup Laurence Théatin, merci pour toutes vos interventions. J'ai envie de revenir sur le rapport de Marie Scondé à l'Afrique, Romuald de Foncois. Quel était son rapport avec l'Afrique? Parce que ça n'a pas été le grand amour tout de suite quand elle a découvert ce pays, ce continent. Le rapport de Marie Scondé à l'Afrique, c'est le rapport de toutes les femmes de sa génération à l'Afrique. C'est le grand rêve de toutes les femmes guadeloupéennes, martiniquaises, noires américaines, de vivre avec un noir africain, un vrai. Et le rêve de découvrir finalement ses racines, mais finalement, quand ils arrivent en Afrique, sur le continent et dans certains pays... Oui, mais c'est le rêve aussi d'obtenir d'abord une identité, pour reprendre l'expression que Marie Scondé avait, c'était avoir des nègres à aïeux. C'était en fait ça. Parce que les nègres qu'ils avaient n'étaient pas des nègres à aïeux, ils n'avaient pas d'ancêtres, ils n'avaient pas de territoire, ils n'avaient pas d'identité. Donc, ce grand rêve de l'Afrique, c'est ça. Mais quand on va en fait sur le terrain, et c'est là, je rejoins ce que disait tout à l'heure mon collègue Foy, c'est-à-dire qu'au fond, il y a la découverte du réel. Le réel africain. Et le réel, c'est quoi? C'est que les Africains nous détestent, nous méprisent? Oui, c'est-à-dire d'abord, c'est qu'en gros, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? C'est la première réaction. Et puis, c'est des étrangers. Les Antillais, les Guadeloupéens, Martiniquais se découvrent étrangers en Afrique. Parce qu'ils ne sont pas reçus comme étant des fils prodigues, hein. Il faut bien le savoir, ou bien des filles prodigues. Non, pas du tout. Et elles découvrent, et c'est le grand choc, on n'est pas chez nous. Nous sommes étrangers dans ce que nous croyons être notre terre. Et ça va être en fait le point de départ de ce que je vais appeler chez Marie Scondé la fin de l'idéologie. Merci. On va retrouver Laurence Théatin une dernière fois. Elle est avec Harry Roselmack. Laurence Théatin, on vous écoute avec votre invité. Oui, Harry Roselmack. Alors, vous avez co-signé une tribune parue ce matin dans Le Monde demandant la panthéonisation de Marie Scondé. Oui, effectivement. Cet hommage national était un bel hommage, important, mais pour nous, c'est un premier pas, une première étape vers effectivement quelque chose d'encore plus fort qui scellerait vraiment l'entrée de Marie Scondé au panthéon des auteurs. Je me suis amusé hier à taper femme de lettres française sur un moteur de recherche. Et malheureusement, pour trouver Marie Scondé, il faut aller assez loin. Et je pense qu'elle a sa place parmi les grandes autrices françaises. Les Marguerite Yourcenar, les Françoise Sagan, les Colette. En tout cas, cette expression de la littérature française mérite d'avoir sa place au Panthéon. Merci, Harry Roselmack. Marie Scondé mérite d'avoir sa place au Panthéon, Lauraline Carvigan-Cassin?
En quelques mots, rapidement. Bien entendu, elle mérite. D'ailleurs, c'est amusant, Monsieur Roselmack a évoqué Marguerite Yourcenar. Il faut savoir que justement, Maryse Condé a reçu le prix Marguerite Yourcenar et elle a reçu tellement de distinctions honorifiques qui montrent bien la puissance de son œuvre qui mérite évidemment d'être panthéonisée. Merci à tous, merci d'avoir pu vous rendre disponible pour parler de Maryse Condé. Cette grande figure de la littérature française mérite l'honneur qu'il y est consacré. C'était une grande responsabilité et un privilège que de vous proposer cette émission exceptionnelle sur les différents supports de la première, sur France Info, Canal 27 et sur TV5 Monde, pour continuer à faire vivre Maryse Condé. Lisons ses livres. Elle nous a légué un héritage qui est universel. Merci de votre attention. À bientôt.